Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. À la nuit des noces, il a commencé à entretenir des rapports sexuels avec elle par derrière. Et comme nous n'avons jamais parlé de sexualité avec nos enfants, elle ne savait pas qu'on ne fait pas devant et derrière. La première fois que tu as eu des relations sexuelles, ça Oui. s'est bien passé? Ah non, pas du tout, physiquement pas du tout, mais ça n'avait pas d'importance pour moi, disons que je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Ça ne me touchait pas, ou ça ne me faisait rien, je ne comprenais pas pourquoi on devait avoir des rapports sexuels, je comprenais pas, mais enfin, il fallait, c'était comme ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est utile, voire même important, de parler de sexe avec les enfants. Nous allons décomposer la vidéo de la manière suivante. Une première partie où nous allons voir pourquoi il faudrait parler de sexe avec son enfant. Une seconde afin de clarifier ce qu'on entend par parler de sexe. Par la suite, nous allons nous demander quel serait le meilleur moment afin d'aborder ce sujet. Puis un rapide entracte afin de prévenir du principal prérequis. Suite à quoi, nous enchaînerons en expliquant pourquoi il est nécessaire de casser le cycle des valeurs rétrogrades liées à certaines cultures, et enfin le mot de la fin, si ce n'est qu'il y en ait un. Assez tergiversé, et passons désormais au vif du sujet. S'il y a bien un conseil que je donnerais à tout parent ou futur parent, c'est qu'il faille apprendre à parler de sexe avec son enfant. J'en entends déjà me demander, mais pourquoi devrions-nous parler de sexe avec eux? Pour une bonne compréhension, il faut au préalable parler d'éducation de l'enfant, en commençant notamment par donner une définition claire à cette dernière. Alors définition. L'éducation est un processus continu visant à faire acquérir à un enfant des connaissances et habitudes utiles en tout genre. C'est une sorte de ligne directrice tracée afin que cette dernière l'aide et l'accompagne dans sa future vie d'adulte autonome. Exemple, se brosser les dents matin et soir, régulièrement faire le ménage, savoir cuisiner, faire du sport, etc., etc. Dans cette même logique, l'éducation sexuelle rentre clairement dans ce principe. Le sexe est quelque chose qui accompagne une personne à partir d'un certain âge tout le reste de sa vie. Et de toute manière, ils le découvriront un jour ou l'autre. Il est selon moi préférable qu'ils soient déjà initiés à ce sujet par les personnes lui étant les plus proches et sûres, à savoir ses parents, plutôt qu'ils l'apprennent par inadvertance, entre parenthèses, via des amis d'école, internet, des adultes mal intentionnés, et j'en passe et des meilleurs. Certaines personnes, dès qu'elles entendent le mot sexe, vont commencer à s'imaginer tout et n'importe quoi. Quelle honte! Vous suggérez qu'il faille parler de avec nos enfants? Oh là là, c'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence. J'en suis, vous savez, avec le temps venu à me demander si cela ne dérive pas d'une simple limitation intellectuelle plutôt que d'hypocrisie grossière. Mais qu'importe. Ce que j'entends par parler de sexe n'est pas d'un point de vue récréatif ou bien pervers, mais uniquement descriptif et éducatif. Parler de sexe va d'expliquer à son fils pourquoi son zizi est dur, à qu'est-ce que la sodomie, le tout en passant par le fameux « comment on fait les bébés ». Le but est de leur faire comprendre les tenants et les aboutissants, les changements physiques et psychologiques. Ça peut aussi passer par la prévention des IST, des agressions sexuelles et harcèlement sexuel, la contraception, etc. Comme évoqué précédemment, à l'instar de d'autres aspects de l'éducation, cela vise surtout à accompagner l'enfant en lui donnant de bonnes bases, notamment sur l'aspect sexuel pour sa vie future d'adulte autonome. C'est possiblement le plus gros point de discorde, car cette question est assez relative. Je commencerai par un prélude en citant Watkins avec son théâtre et nouvelle Spring Awakening, ou encore L'éveil du printemps en français, qui, avec cette figure d'analogie, comparait la puberté chez l'enfant au printemps avec la flore. Cette formulation n'aura pas été choisie au hasard. C'est la saison où les fleurs entament leur floraison et pollinisation, leur permettant, notamment de manière effective, de créer de nouvelles fleurs. Il en va de même pour les humains. Avec la puberté, au-delà des poils qui poussent, la voix devenant grave, les seins qui grossissent, etc., la réelle capacité qu'acquiert un enfant au travers de cette dernière est la possibilité de créer un petit Louis ou un petit L, à l'instar des fleurs comme évoqué précédemment. Avec ce long interlude, vous l'aurez compris, le meilleur moment
pour commencer à aborder ces questions est au moins au début de la puberté du mioche, voire avant. Comme dit précédemment, ce n'est pas un âge fixe car chaque enfant est unique. On pourrait identifier par exemple le bon moment où il deviendrait nécessaire d'entamer le sujet et lorsque l'on reçoit la fameuse question « Comment est-ce qu'on fait les bébés ?» Certains moments également de la vie de l'enfant nécessitent d'aborder le sujet d'une manière ou d'une autre. Je pense notamment à l'apparition des premières règles chez les filles, ou encore si vous surprenez votre enfant en train de se toucher avec un autre. Avant cela, il faille plutôt commencer à faire comprendre à votre enfant que les filles et les garçons ne sont pas identiques et qu'il existe des différences sexuelles entre ces derniers. Car dès la primaire, ils comprennent déjà qu'ils ne sont pas pareils. Ils comprennent déjà que les filles sont différents des garçons et les garçons sont différents des filles, mais pas vraiment dans les détails. Et à cet âge-là, il faudra commencer à entamer du moins cet aspect-là. Le principal prérequis dans cet apprentissage est qu'il y ait une réelle relation de confiance entre le parent et l'enfant. L'enfant doit avoir assez confiance en son parent pour se dire de lui-même qu'il peut aller lui parler de ces choses légèrement honteuses. L'erreur de beaucoup de parents est de croire que parce qu'ils sont les parents, ont d'ores et déjà la confiance de leur enfant, ce qui est complètement faux. Vous ne pouvez pas être strict et soudainement à ses 13-14 ans, vouloir lui parler de ces choses en pensant que c'est le bon moment, car autant vous dire que c'est déjà raté. D'autant plus qu'à cet âge-là, il aura certainement déjà pu se faire une petite éducation sur le sujet, et pas forcément la meilleure, et ne verra peut-être même pas l'intérêt d'en discuter avec vous. En reprenant l'exemple de la partie précédente, lorsqu'il viendra vers ses 8-9 ans vous poser la fameuse question « Comment est-ce qu'on fait les bébés ?», de ne surtout pas être évasif, ou encore moins le remballer, mais au contraire, de prendre le temps de vous poser avec lui, afin de commencer à lever les premiers tabous sur la question, et lui prouver qu'il peut librement en parler avec vous, et ce, sans risque de se faire gronder ou punir. Vous comprendrez, avec les explications qui suivront, que ce prérequis sera nécessaire, même lorsqu'il aura quitté le foyer. Certains seront rédhibitoires à cela pour des raisons diverses et variées. Éducation, religion, préjugés, etc. Cette résilience sélective au changement est tout bonnement puérile. Ne pas remettre en question certains aspects sociétaux pour de simples raisons morales est synonyme de bêtise à mes yeux. J'illustrerai cela avec 2 exemples de changements notables survenus dans la société, française du moins, et dont le changement ne peut que difficilement être remis en question aujourd'hui. Avant, les animaux de compagnie étaient considérés comme des biens meubles, dénué de conscience ou de sensibilité. Un propriétaire pouvait détruire son animal de la même manière qu'il aurait pu détruire une vulgaire table de chevet, et ce, sans de réelles répercussions légales derrière. Depuis des changements légaux, les animaux de compagnie ont enfin une réelle reconnaissance juridique et un proprio ferait face à de sérieuses retombées juridiques et au passage social s'il venait à faire de telles choses aujourd'hui. Deuxièmement, le droit des femmes. Comme vous le savez, les femmes n'avaient pas le droit de voter, ouvrir un compte bancaire, divorcer, etc. pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, elles ont les mêmes droits que les hommes. Elles peuvent voter, divorcer, travailler, où bon leur semble, etc. Remettre en question ces 2 principes est aujourd'hui tout bonnement impensable. Pourtant, si vous remontez plusieurs dizaines d'années en arrière, les gens auraient pris ces idées pour de la bêtise. Comme quoi, les valeurs morales ne sont pas fixes. Il en va de même pour le sujet de la vidéo. Les mentalités doivent également changer à ce sujet. L'une des raisons à ce refus est au niveau de la promiscuité sexuelle féminine. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, parce qu'il est, oui, plus honteux de savoir que sa fille couche à gauche et à droite que son garçon. Certains parents ont peur que le fait de parler de sexe avec leur fille réveille entre parenthèses la pute qui est en elle. Le risque avec cela serait de créer une sorte d'effet Barbara Streisand en essayant à tout prix de cacher cela. De tout part et en tout lieu, il aura toujours existé des filles faciles. Rien qu'au lycée, j'ai un ami qui s'était fait suivre par une voilée sans que personne ne la force. Une histoire qui m'aura conforté est l'histoire de cette jeune fille, la trentaine passée, vierge et vivant toujours chez ses parents. Elle est demandée en mariage par un homme plus âgé. Il paye la dot et tout le tralala, puis il amène sa nouvelle femme chez lui. Quelques mois plus tard, la femme retourne chez ses parents et raconte qu'il l'a sodomie de force, etc. C'était au point où elle fuyait la chambre en pleurs, mais qu'il l'a rattrapée dans les couloirs, l'a ramenée de force dans la chambre afin de reprendre l'acte. Les parents et la fille ont pu faire constater les blessures, porter plainte et obtenir gain de cause.
Une dame est venue me voir en me disant, en fait, notre fille avait 31 ans quand elle a eu une demande en mariage. Elle paraît avoir 17 ans, mais elle avait 31 ans. Et dans le quartier, il se racontait qu'elle était vierge. Maintenant, un monsieur qui a déjà 2 épouses apprend l'histoire et puis il conteste, il dit qu'il ne croit pas. Mais nous, on n'était pas au courant. Il vient, il nous dit qu'il veut la marier. Nous, on voit qu'elle est vieille. On n'a pas cherché à connaître grand-chose. On était soulagés, madame, que quelqu'un puisse enfin la demander en mariage. Ils ont fait le mariage, elle est partie. Au bout de 2 semaines, elle a fui pour venir chez nous. C'est qu'on ne savait pas. C'est que d'abord, il l'avait épousée juste pour s'assurer qu'elle était vierge et il a réalisé qu'elle était vierge. Ensuite, la nuit des noces, il a commencé à entretenir des rapports sexuels avec elle par derrière. Et comme nous n'avons jamais parlé de sexualité avec nos enfants, elle ne savait pas qu'on ne fait pas devant et derrière. Il a tellement pris goût que finalement, il a abandonné cette autre épouse pour lui imposer des rapports sexuels 3 fois par jour. Elle a refusé, elle a fui pour venir. Quand elle est venue chez nous, elle ne pouvait plus retenir ses selles et son urine parce qu'il l'avait blessée devant et derrière. Et d'ailleurs, de ce qu'on nous a expliqué, quand il commençait les rapports, elle criait, elle sortait pour courir, il allait la rattraper pour la ramener pour finir les rapports. Quand notre fille nous a expliqué, elle ne pouvait pas marcher. Nous l'avons amenée à l'hôpital et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, il la prenait par devant et par derrière et qu'aux 2 endroits, il l'avait gravement blessée et qu'elle ne pouvait plus rien retenir. Vous refusez de payer sexuel, de parler de la sexualité avec vos enfants. Elle a 30 ans, elle dit qu'on ne lui a jamais parlé de son corps. Donc elle ne savait pas qu'il y avait une différence et où est-ce que son mari devait la chercher. La voilà, il lui a bousillé le derrière, il lui a bousillé le devant. On est en train de la soigner. La chose importante à savoir dans cette histoire est que la fille ne savait même pas qu'il était possible de faire rentrer un pénis dans des fesses, même à la trentaine passée. Si elle avait reçu une éducation correcte à ce sujet, elle aurait compris tout de suite que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait vite agir. Et si ça n'avait pas été tabou avec ses proches, elle aurait pu en parler à ses parents afin de leur demander ce qu'ils en pensaient et par la suite, il lui aurait tout de suite dit que ça n'allait pas du tout. C'est ce que je disais dans la partie précédente. La confiance établie sera nécessaire même à l'âge adulte. Le mot de la fin. Le mot de la fin est que, il n'y en a pas vraiment en fait. Ce qu'il faut surtout retenir est que c'est un aspect éducatif comme un autre, que d'en faire quelque chose de tabou est au mieux inutile et au pire handicapant. Et qu'il n'y a que des avantages, selon moi, à en parler ouvertement avec ces derniers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si elle vous a plu et permis de voir les choses différemment, n'hésitez pas à liker cette dernière et partager en commentaire votre ressenti sur le sujet, et si oui ou non vous avez déjà pu avoir cette expérience, non pas seulement avec vos enfants, mais ça pourrait être aussi par exemple avec vos petits frères et sœurs. Pour finir, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être prévenu de mes prochaines sorties. Sur ce, je vous dis salut.